nous lançons les activités d'Internet sans frontières à Dakar. Et cela, nous avons comme prétexte le rapport de Mozilla sur la santé d'Internet. Donc, c'est par rapport à ce rapport que nous démarrons les activités d'Internet sans frontières. Donc, c'est un rapport qui a été présenté le 6 juin à Paris par la directrice exécutive Julie Owono. Et il y a également Solana Larsen de la fondation Mozilla, dont nous allons suivre tout à l'heure la vidéo de présentation. Certainement, peut-être, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas fait le déplacement de Paris à Dakar. Mais vu que déjà le nom de l'organisation, c'est Internet sans frontières, donc je pense que c'est un bon prétexte pour, depuis Paris, suivre une conférence de presse qui a déjà été faite, revivre ces moments et par rapport au contexte actuel, voir en quoi au Sénégal aujourd'hui, nous pouvons contribuer à la santé d'Internet. Donc, sans plus tarder, nous allons déjà écouter la vidéo de présentation. Ça nous permettra un peu de voir déjà le contenu de ce rapport et après de voir par rapport à nos préoccupations locales, quelle serait aujourd'hui la contribution que nous autres Sénégalais pouvons apporter à la santé d'Internet. Parce que c'est une santé qu'on peut avoir seulement que quand toutes les parties du corps se portent bien. C'est-à-dire Internet, c'est un réseau global. Donc, si tout se passe bien en Europe et qu'en Afrique, il y a des failles, le réseau est en souffrance. Donc, il va falloir que chacun, de chaque côté, se fasse violence pour qu'on puisse arriver quand même à maintenir le niveau de santé satisfaisant d'Internet. Et par rapport à cela, au Sénégal, quand même, nous nous en félicitons parce que même si parfois, on en parle. Jusque-là, on n'a pas eu de coupure d'Internet et on ne veut vraiment pas que ça arrive. On prie pour que ça n'arrive jamais. Mais toujours est-il qu'il y a des actions à faire tout le temps. Il y a des plaidoyers à faire. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Donc, du coup, nous avons du pain sur la planche. Donc, sans plus tarder, je vous invite à visionner la vidéo. Et vous pouvez retrouver également la vidéo parce qu'il y a 45 minutes de vidéo. Le reste, c'est des questions-réponses, mais qui concernent le contexte européen, parce que ça a été tourné à Paris. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie de la vidéo. Et si, dans un moment, on sera en live avec la directrice exécutive qui fera un petit discours par rapport au lancement des activités ici à Dakar. Donc, si toutefois il y a des questions que vous avez déjà dans la salle, vous pouvez déjà les préparer. Comme ça, elle pourra répondre à ces questions en direct. L'autre aspect également, c'est que sur le site d'Internet sans frontières, le rapport est disponible. Donc, rapport que j'ai déjà envoyé à tous les organes de presse qui sont intéressés et les blogueurs, les utilisateurs d'Internet en général. Ce sera un moment de voir dans quelle mesure aujourd'hui nous, on est impacté par rapport à cette santé d'Internet. Donc, il n'y a pas plus tard que 2 vers 3 semaines, il y a des profils sénégalais qui disent qu'ils n'arrivent pas à aimer certains posts, qu'ils n'arrivent pas à commenter. Donc, il y a certainement des politiques localisées de Facebook par rapport aux règles d'usage que nous, aujourd'hui, on devrait avoir. Essayer de localiser cela pour que Facebook puisse aujourd'hui nous traiter en fonction de notre droit qui est en vigueur. Donc, nous avons aujourd'hui également cette partie de ce rapport-là qui traite de la protection des données personnelles. Et pour cela également, il nous faut une sensibilisation massive. Il faut vraiment une sensibilisation jusque dans nos familles parce que la protection des données personnelles aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'une seule personne ou une affaire d'un groupe. C'est une affaire de collectivité. Si tous aujourd'hui nous sommes bien sensibilisés, nous avons l'information qu'il faut, c'est seulement dans cette condition que nous pourrons nous assurer de la bonne protection de ces données-là. Parce que si moi, j'arrive à avoir les techniques qui me permettent de faire une bonne protection et que la personne avec qui je suis n'a pas ces mêmes règles de base, je suis toujours vulnérable. Donc l'idée ici, c'est de partager le maximum de trucs et astuces qui nous permet d'être protégés, qui permet également à nos voisins d'être protégés. C'est la seule garantie que nous pouvons avoir par rapport à cela. Donc nous avons également
Madame Cissé de l'Association des femmes qui évoluent dans les technologies de l'information et de la communication. Nous avons un représentant de la CDP, M. Siradjouba, que j'aimerais qu'il nous dise 2 mots en attendant que Julie soit en direct. Tout d'abord, bonjour la salle. Nous sommes honorés d'être là aujourd'hui comme représentants de la Commission des données personnelles. Évoquer la question de la santé de l'Internet aujourd'hui constitue une question centrale pour nous utilisateurs et pour tous les Sénégalais. On ne peut pas se passer de l'Internet aujourd'hui. C'est devenu une nécessité. C'est devenu une nécessité aujourd'hui, aussi bien dans la sphère des pouvoirs publics, du privé, et même le citoyen lambda. Maintenant, comment faire pour améliorer la santé de l'Internet? Comment faire pour que tous les citoyens puissent utiliser l'Internet dans des conditions optimales, c'est-à-dire que la liberté d'expression, que la protection de la vie privée et des données personnelles soient garanties pour que la confiance règne sur Internet. Là, il y a des actions à faire. Emmanuel Diop a évoqué un aspect central, notamment comment sensibiliser les utilisateurs, comment rendre Internet meilleur, comment faire de telle sorte que d'inculquer une culture de la protection des données personnelles. Ça, c'est fondamental, aussi bien à l'école, aussi bien dans les associations de femmes, aussi bien dans les associations confrériques, entre autres. Parce que c'est devenu une question fondamentale. On ne peut pas dire que Internet, c'est seulement pour les entreprises qui font que du marketing. Il y a aussi les utilisateurs. À travers l'Internet, certains parviennent à trouver des emplois. À travers l'Internet, certains parviennent à faire leurs exercices. À travers les Internet, certains se socialisent. Maintenant, s'il y a des risques, si les gens commencent à abandonner l'Internet, ce n'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'ouvrir les frontières. Maintenant, sous l'angle de la protection des données personnelles, qui est notre domaine d'action, la communauté des données personnelles, en partenariat avec les autres autorités des autres pays, essaie de trouver les bases pour essayer, au moins, ne serait que les géants du net, pour les mettre en conformité, pour qu'on essaie de trouver un équilibre entre leur business, mais aussi avec la protection de la vie privée et des données personnelles des utilisateurs. Parce qu'il ne faut pas voir sous l'aspect pécuniaire économique. Il faut aussi voir l'aspect des droits fondamentaux. Parce que c'est érigé dans nos consciences, c'est érigé dans les conventions ratifiées par nos pays. Il faut que ça soit effectif aussi. C'est bel et bien de ratifier des textes. Mais si l'application pose problème, ça peut constituer vraiment des limites. Aujourd'hui, nous, aussi bien les autorités de protection, mais aussi vous, les blogueurs, les associations qui luttent pour qu'on ait un Internet meilleur, doivent unir leurs forces pour essayer de trouver les voies et moyens pour que l'Internet soit rendu meilleur. Ce sont les termes préliminaires que je voulais partager avec vous. En attendant, s'il y a des questions, donc on pourra revenir sur des questions particulières. Merci. Merci, M. Siradjou. C'est le représentant de la Commission de protection des données personnelles. Et là, il faut juste rappeler que c'est la commission qui, aujourd'hui, est chargée de veiller sur nos données personnelles. Donc, c'est cette commission qui gère l'or noir aujourd'hui. Comme on parle aujourd'hui de pétrole, on pourrait vraiment parler de ces données personnelles qui, à un moment donné, représentent plus que ça. Parce que si aujourd'hui Facebook est devenu ce qu'il est devenu, Google, Amazon, c'est grâce aux données personnelles. Maintenant, il va falloir qu'il y ait une veille, qu'il y ait un organe autant pour moi qui est derrière ces données personnelles-là, afin d'assurer
leur protection, afin d'assurer notre vie privée. Parce que c'est à partir de ce travail que fait la Commission de protection des données personnelles qu'aujourd'hui nous pouvons bénéficier pleinement de toutes les ressources que nous avons avec les technologies de l'information. Donc si eux, ils n'arrivent pas à faire correctement leur mission, soit parce que la population ne leur tend pas une oreille attentive, donc là c'est également de notre faute et c'est nous qui allons payer les pots cassés. Donc vraiment nous disons aujourd'hui félicitations à cette commission de protection des données personnelles qui ne rate pas d'occasion pour venir aujourd'hui sensibiliser encore. Parce qu'il faut le rappeler, à chaque fois que le réseau des blogueurs appelle cette commission, eux, ils viennent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le réseau des blogueurs, c'est en partenariat avec Internet sans frontières, avec la fondation Mozilla, que nous voulons partager ce rapport-là, qui donne quand même une part belle à la protection des données personnelles, une part belle à l'inclusion des femmes, surtout qui évoluent dans les technologies de l'information et de la communication. Donc c'est à cet effet que j'aimerais convier Madame Cissé, si elle pouvait nous tenir 2 mots, s'il vous plaît, Madame Cissé. Et nous avons entendu la vidéo, qui est encore un cri d'alarme, qui est lancé à l'endroit des utilisateurs d'Internet. Et nous remercions aussi M. Diouf pour cette fonction importante que vous cherchez à assumer, la protection des données personnelles. Nous sommes devant un dilemme. On ne peut plus vivre sans Internet, c'est une inévitabilité. Et cependant, il nous faut y entrer avec la citoyenneté qui vaut, avec toute la responsabilité, toute la connaissance, et tout ce que cela engage personnellement. Ça vient, hein? Donc tout ce que cela engage. Et nous appelons particulièrement nos femmes à s'éveiller vraiment à cette nécessité de se rendre compte de tous les dangers qu'il y a derrière. Les femmes sont devant l'utilisation d'Internet par Facebook en particulier. Et malheureusement, elles en font une utilisation non éclairée parce qu'elles ne connaissent pour la majeure partie ni les tenants ni les aboutissants de cela. Je pense vraiment à nos aides dans nos maisons qui sont à longueur de journée devant leur portable, même à négliger le travail pour lequel elles sont à la maison, pour exposer leur vie vraiment à des inconnus et selon des frontières non limitées. Donc, une éducation à la base pour cette frange de la population serait fortement souhaitée, qu'on aille peut-être jusque au niveau des associations, jusque dans leur village d'origine pendant les périodes de vacances. Faire vraiment un travail d'éveil de conscience est très important pour cette couche de la population. Pour les autres qui sont beaucoup plus chanceuses, je pense aux femmes entrepreneurs qui font du entrepreneuriat en tout cas au niveau d'Internet. Je crois que l'information passe beaucoup plus. Et à ce moment-là, c'est la législation vraiment de l'Internet qui est importante et à faire connaître à leur niveau. Les aider vraiment à prendre conscience de tous les textes et avoir peut-être une aide juridique. Pourquoi pas avoir des avocats dédiés à ces femmes qui font un travail extraordinaire, mais qui cependant peuvent trouver leur vie privée exposée vraiment à des dangers qu'elles ne peuvent pas soupçonner. Donc nous saluons cette rencontre qui va pousser la recherche et faire un travail vraiment très poussé, parce que quoi qu'on dise, Internet est bien, c'est très bien, mais il fait trop de dangers. Et comment limiter ces dangers et comment prendre tout le côté positif pour faire de l'éducation familiale, de l'éducation scolaire, de l'éducation universitaire et même de l'entrepreneuriat vraiment un atout pour les Africains. Puisque, quoi qu'on dise, Internet est là, nous ne sommes pas très en retard, surtout on sait que le Sénégal, par rapport à Internet, a une très grande avance. On est très curieux, on est très entreprenant et les femmes par-dessus le marché le sont encore davantage. Donc toute une organisation devrait être installée,
ça a pris du temps parce qu'on est allé en avant plus rapidement que le gouvernement et que la prise en conscience se fasse. Donc, rattrapons ce retard pour l'organiser aussi amplement possible, aussi largement possible, et donner le dispositif de protection pour les femmes et pour les hommes aussi, sans être féministe, pour que vraiment Internet nous donne tous les bénéfices que cela comporte. Donc, merci à tous d'être là et merci surtout de se tenir à ce travail de réflexion pour mettre nos frères, nos enfants en garde et donner tout le côté positif que Internet peut recevoir. Merci, merci Madame Cissé. Merci Madame, c'est Madame Cissé. Monique Ndiaye. Madame Cissé, AFSTEC, c'est l'association des femmes qui, pour la... Est-ce que vous n'allez pas revenir à me dire ça? Parce que je n'arrive pas à bien retenir. Donc c'est Madame Cissé, Monique Ndiaye de l'AFSTEC, Association des femmes pour la promotion de la science et des techniques. En même temps, assistante sociale de profession. Et nous animons une émission, une co-animation à la RSI, Destination Science. Et de ce point de vue, le thème nous intéresse fortement parce que nous travaillons pour la promotion de l'Internet, mais cela doit être accompagné par un cadre vraiment de protection juridique très éclairé. Merci, merci encore Madame Cissé. Je ne sais pas, Julie, si vous entendez. Allô? C'est bon, vous avez entendu Madame Cissé? Oui, allez-y, allez-y. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Voilà, en fait, je parlais de Madame Cissé, celle qui était au micro tout à l'heure. Donc, elle est représentante de l'Association des femmes pour la promotion des sciences et technologies par le biais d'Internet. Donc, elle a parlé tout à l'heure de la nécessité d'être accompagné du point de vue juridique, qu'il y ait, dans la mesure du possible, même des avocats dédiés à leur cause pour aider les femmes à mieux utiliser ces outils technologiques. Et comme vous en êtes une, peut-être vous avez des propositions par rapport à sa requête ou bien des orientations que vous pourriez, même si vous n'êtes pas ici localement, faire ces propositions et peut-être avec des confrères que vous aurez ici, ça ne manque pas certainement, voir dans quelle mesure vous pouvez les appuyer. Parce que je vois également que dans le rapport, il y a cet aspect qui parle vraiment de l'inclusion, surtout des femmes. Donc, il y a de bonnes feuilles réservées à l'inclusion, surtout pour la gente féminine. Il y a également cet aspect lié à l'éducation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous autres en Afrique, on n'arrive pas à tirer pleinement bénéfice d'Internet, surtout côté éducation. Donc là, je ne sais pas si Internet sans frontières a prévu ou a un programme qui, après son lancement, nous permettra quand même d'avoir des activités qui permettraient à ce que ces femmes-là puissent vraiment tirer pleinement des ressources d'Internet. Donc, après ça, je vous laisse vous adresser un peu aux invités et nous allons vous mettre un peu en haut-parleur. C'est bon? Très bien. Merci, Madame Cissé, pour vos mots introductifs et surtout le rappel que oui, c'est important de se connecter, d'être connecté, mais il est important de aussi prendre garde à ce qu'on fait quand on est en ligne, savoir se protéger, savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire, notamment pour les femmes. Et la remarque que vous faisiez est très importante parce que c'est un des aspects qui est couvert dans le rapport, puisqu'on se rend compte que, oui, certes, c'est bien d'être connecté, mais à quel prix? Est-ce que ça doit être au prix du sentiment de sécurité sur Internet? Est-ce que les femmes doivent se sentir, ou les hommes d'ailleurs qui se connectent, est-ce qu'ils doivent se sentir moins en sécurité, notamment au regard de l'exploitation qui peut être faite de leurs données personnelles, ou bien de peut-être des éléments qui sont liés à leur vie intime, qui peuvent être publiés sans leur consentement, mais au-delà de ça, aussi l'utilisation que l'on en fait à titre d'individu, c'est-à-dire se comporter en bon citoyen aussi sur la toile. Et vous posiez tout à l'heure la question de savoir ce que, en gros, quelles sont les solutions qui sont
à disposition et notamment que Internet sans frontières met en œuvre. Alors nous préconisons vraiment, comment dire, d'abord la prise de conscience sur les problématiques dont il est question. Et c'est pour ça qu'un rapport comme celui dont il est question aujourd'hui, le bulletin de santé d'Internet, il est très important parce qu'il permet de donner une photo, comment dire, une photo précise, une photographie précise de ce qui se passe avec le réseau. Par exemple, quand on parle, par exemple, d'inclusion, on sait aujourd'hui que l'inclusion n'est pas nécessairement la réalité partout sur le continent africain. Il y a encore beaucoup d'individus et beaucoup de zones de notre continent qui restent à connecter. Ça, c'est la première chose. Autre chose, quand on parle comment dire, de l'importance de la décentralisation, qu'est-ce que ça veut dire la décentralisation? Ça veut dire que le réseau Internet doit fonctionner, enfin, il ne doit pas appartenir à une seule entité ou à un seul groupe de personnes. Non, il doit appartenir à tout le monde. Or, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises privées dont nous utilisons les produits, vous mentionniez tout à l'heure, Madame Cissé, vous mentionniez Facebook, c'est vrai, Facebook, ça nous est très utile, mais aujourd'hui, il se trouve que l'expérience d'Internet de beaucoup d'internautes se résume aux produits de Facebook, c'est-à-dire à WhatsApp ou à Facebook, le réseau social. Or, Internet, ce n'est pas que ça. Internet, c'est aussi Firefox, par exemple, le moteur de recherche qui est produit par Mozilla, sans faire de pub, bien sûr. C'est aussi des outils open source, des logiciels qu'on dit libres, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés gratuitement, qui appartiennent à la communauté, qui peuvent être développés par la communauté aussi. C'est aussi Wikipédia. Bref, il y a un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition, mais qui sont, noyés de plus en plus par le fait que 8 entreprises américaines et chinoises détiennent autour de 80%, 90% de notre temps d'attention sur Internet. Donc c'est important d'être conscient de toutes ces problématiques-là, de ces rapports de force, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. On parle d'Afrique, mais si on ne peut pas parler d'Afrique sans parler de rapports de force, sans parler aussi de risque du colonialisme numérique. Et une fois qu'on a cette prise de conscience-là, ce que nous faisons généralement à Internet sans frontières, c'est bien sûr de faire de la formation. Formation, par exemple, en sécurité numérique. Nous avons collaboré notamment avec certains des confrères journalistes à Dakar à former à comment on peut protéger ses données personnelles sur Internet, quelles sont les applications qu'on peut utiliser qui protègent votre vie privée, qui vous protègent même de l'œil extérieur. Donc, comment faire en sorte que utiliser des moyens chiffrés, tout simplement, ce qu'on appelle des moyens chiffrés pour communiquer, c'est-à-dire des moyens qui protègent avec une espèce de clé numérique vos échanges sur certaines plateformes. Mais on fait aussi des formations sur la question des droits numériques en elle-même, parce que c'est difficile aujourd'hui de se dire comment on peut protéger, qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'expression sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire la vie privée sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire même, pourquoi pas, le droit à la santé sur Internet, bref, comment on peut traduire des droits humains que l'on connaît dans le numérique. Et ça, on fait aussi des formations à ce titre-là pour renforcer les capacités des sociétés civiles à Dakar, au Sénégal ou même ailleurs. On l'a fait au Cameroun, au Tchad et dans bien d'autres endroits. Donc voilà un peu ce que nous, on peut faire à Internet sans frontières. Mais on va, grâce à la collaboration d'Emmanuel qui va nous aider à développer l'organisation au niveau du Sénégal, on pourra très bientôt proposer un certain nombre de formations, en tout cas un certain nombre de projets qui pourront associer les sociétés civiles sénégalaises. J'espère avoir répondu à la question. Oui, apparemment, vous avez répondu à la question. Ok, super. Juste une question, Emmanuel. Je voulais savoir, ma collègue Solana, elle attend aussi. Est-ce que vous allez la... Oui, je l'appelle. Ok, très bien. Donc, je vous reviens. Hein. Ok, très bien. Ou bien à partager certains posts. Maintenant, est-ce que c'est peut-être la régulation de Facebook qui est déjà enclenchée? Et voilà, quelles sont les mesures à prendre par rapport à ça? Ok, alors c'est une très bonne question. Alors je ne pense pas que ce soit déjà la régulation du Conseil. En fait, il va s'appeler, en français, j'oublie toujours
terme, mais je crois que c'est un espèce de conseil de supervision externe. En fait, pour vous expliquer de quoi il s'agira, Facebook a essuyé de nombreuses critiques, notamment sur le fait que parfois des gens ont leurs profils qui sont supprimés de manière unilatérale sans qu'ils ne sachent vraiment pourquoi c'est supprimé, et surtout sans qu'ils ne puissent avoir de moyens de faire réévaluer la décision qui a été prise par le réseau social. Et donc, il y a eu de nombreux appels lancés par des organisations comme Internet sans frontières, des appels en faveur de la création d'une espèce de cour d'appel de Facebook. Donc, une cour d'appel qui serait chargée de statuer sur des recours contre des suppressions de comptes, contre des suppressions de publications. Eh bien, ce conseil de supervision-là va être chargé spécifiquement de faire ça, c'est-à-dire de restatuer sur des décisions qui ont été prises par Facebook, de supprimer des comptes ou des publications. Maintenant, donc pour l'instant, ce conseil n'est pas encore créé, il est en train d'être créé par le réseau social et ils ont fait un certain nombre de consultations dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, à Nairobi c'était, en Amérique latine c'était à Mexico, en Moyen-Orient c'était au Liban, en Europe c'était donc à Berlin, bref, dans le monde entier pour sonder un peu les organisations expertes sur la question pour savoir ce qu'elles pensent, en fait, comment elles voient ce conseil. En gros, pour prendre conseil auprès d'experts externes. Et donc, Internet sans frontières a participé à ce cycle de consultation pour dire un peu comment nous voyons le conseil. Et d'ailleurs, nous avons insisté sur la nécessité que ce soit un conseil représentatif de la diversité des utilisateurs Facebook et notamment de prendre en compte le fait que le milliard d'utilisateurs, les prochains milliards d'utilisateurs ne viendront pas d'Europe ni d'Amérique du Nord, mais ils viendront d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons insisté. Et donc, il faut que ce soit reflété dans la composition du conseil en question. Donc, maintenant, sur la question de savoir si ce conseil a déjà commencé à supprimer ou pas des comptes, alors, non, je ne pense pas. Mais par contre, Facebook, eux, ils ont une politique de suppression de comptes qui existe déjà. Donc, peut-être le mieux, dans un premier temps, ce serait d'interroger le réseau social pour savoir ce qui se passe. D'ailleurs, c'est quelque chose une action qu'Internet sans frontières peut très bien mener. Donc, saisir l'instance, la section politique publique, affaires publiques de Facebook pour savoir pourquoi est-ce que il y a des activités suspectes sur des publications qui ne sont plus visibles, en tout cas des commentaires qui ne sont plus visibles, et pour quelles raisons, surtout qu'il n'y a pas eu de notification, si je comprends bien, des utilisateurs qui sont concernés. Donc, voilà, déjà, en premier temps, savoir ce qui se passe, ensuite, on pourra prendre une position, mais ce n'est pas, malheureusement, pas unique au Sénégal. Ça arrive très souvent que le réseau social est indexé parce qu'il prend des décisions de manière unilatérale. Et c'est pour ça que ce conseil de supervision externe sera très important parce qu'il pourra permettre de faire la lutte. Si je pouvais peut-être expliquer un peu en anglais, peut-être Julie peut traduire un peu. Il n'y a pas de souci, elle est en ligne. Ah, ok, merci. Je peux pouvoir en français et un peu en anglais aussi. Julie, what I wanted to say is I think many people around the world think that if more people are connected to the internet, then it also means that more women are connected to the internet automatically. And what we try to explain in the report is that the connectivity rate of women will only increase if you have specific plans and proposals in place to connect the women too. Okay. Donc, Solana explique qu'il y a une croyance générale qui veut que plus le taux de connectivité augmente, plus automatiquement le taux de connectivité des femmes en particulier augmente aussi. Malheureusement, ce n'est pas vrai, puisque ça ne se vérifie pas dans la réalité, puisque les taux de connectivité des femmes restent étonnamment bas, malgré le fait que globalement la connectivité augmente. Donc, par exemple, l'année dernière, on a annoncé qu'aujourd'hui, plus de 50% de l'humanité est désormais connectée à Internet, sauf que ce n'est pas nécessairement, ces 50% ne se retrouvent pas dans la connectivité des femmes en particulier. Et Solana a expliqué que l'une des informations que le rapport apporte, c'est l'importance de développer des politiques spécifiques pour l'inclusion numérique
des femmes en particulier. Donc mettre en place des politiques, comment dire, incitatives, enfin qui vont convaincre aussi bien les politiques mais aussi les entreprises qu'il faut mettre en place des plans pour la connectivité des femmes. Et ça n'est seulement pas pour l'Afrique, ça c'est vrai dans tout le monde. Voilà. En Europe, les États-Unis, dans tout le monde, la connectivité des femmes, c'est plus moins que des hommes. D'accord. Maintenant, est-ce que ça, c'est pas peut-être une association comme celle-là pourrait prendre la relève et essayer d'impacter surtout. Mais je pense que le fond du problème, c'est par rapport à l'alphabétisation. C'est par rapport également à l'intéressement des femmes, surtout liées aux technologies de l'information. Peut-être une mauvaise information qu'ils ont eue dans le subconscient que les technologies, c'est fait pour les hommes. Je pense que ça peut également être un frein. Donc aujourd'hui, est-ce que Internet sans frontières a un programme déjà dans le scolaire, donc le bas âge, qui pourrait permettre à ce que dès le bas âge, qu'on puisse initier, même si ce n'est pas pratique, promouvoir ce plaidoyer pour qu'on puisse initier les jeunes filles surtout dans les métiers de codage, dans les métiers de programmeur depuis le bas âge. Comme ça, elles vont grandir avec et espérant que la donne va changer. Je vais répondre rapidement. Tout à fait, nous avons un programme. Alors, malheureusement, pas au Sénégal pour l'instant. J'espère que ça va bientôt changer. Mais au Cameroun, nous avons lancé on est en 2019, c'était il y a 4 ans, 3 ans aussi, un programme d'inclusion, un programme en partenariat avec la Web Foundation, donc la fondation qui a été créée par celui qui a créé le www, le web. Eh bien, on a un partenariat avec cette fondation pour un programme d'inclusion numérique des jeunes femmes des milieux défavorisés au Cameroun. Comment ce programme fonctionne? Nous avons un partenariat avec le ministère de la promotion de la femme et de la jeune fille au Cameroun et avec également certaines fondations d'entreprises de télécommunications. Donc un partenariat avec elles pour que soit délivré dans des... Vous savez, au Cameroun, je ne sais pas si c'est le cas aussi au Sénégal, mais au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les centres de formation de la femme. Donc, c'est des centres dans lesquels les femmes viennent pour apprendre un certain nombre de ressources, et notamment numériques. Et donc, on a développé un MOOC, donc on traduit en français, vous savez, les vidéos d'enseignement généralisées, là, qui vous permettent de vous former, individuellement. Eh bien, on a développé un MOOC en partenariat avec le ministère et avec des opérateurs de télécom à destination des femmes qui fréquentent les centres de formation qui sont localisés dans la ville de Yaoundé, à la capitale du Cameroun. Donc voilà un type de programme que l'on peut facilement mettre en place. Et ces MOOC font référence bien sûr au codage. En fait, on ne rentre pas nécessairement dans l'aspect technique pur, c'est-à-dire apprendre aux femmes à coder. C'est surtout, en fait, nous, de notre point de vue, notre travail à nous, on pense que c'est surtout d'éveiller sur, l'utilité d'Internet dans sa globalité. Après, sur les aspects beaucoup plus techniques, il y a d'autres ONG avec qui aussi on travaille, qui sont beaucoup mieux à même de faire ça que nous. Moi, je ne suis pas une très grande codeuse, je lis un petit peu, mais je ne suis pas développeuse, malheureusement. Mais par contre, les enjeux d'Internet, les enjeux de la connectivité, qu'est-ce qu'on peut trouver sur Internet, tout ça, c'est des choses qui nous parlent et que l'on peut transmettre. Donc, par exemple, transmettre à une femme qu'il y a des études qui montrent qu'en ayant des produits qu'elle vend, par exemple, au marché, si elle les avait également disponibles sur un site Internet, elle pourrait gagner X, je ne sais pas plus, sur son chiffre d'affaires par an. Donc, ça, c'est des choses très pratiques que l'on diffuse dans les MOOC que l'on a développés pour les centres de formation de la femme au Cap. Merci Julie pour ces éclaircissements et pour ce travail qui est commencé. Et puisque nous sommes dans Internet sans frontières, vous êtes certainement au courant de la rencontre récente de la journée de la femme digitale. C'est pas ce que c'est. Oui. Et là, effectivement, on a découvert beaucoup de femmes à
Alors oui, on était à titre personnel, j'ai suivi la journée de la femme digitale qui était, je crois, le 13 juin, mi-juin en tout cas. Et voilà. Malheureusement, non, on ne connaît pas les organisateurs, mais j'espère que ça va bientôt changer, grâce à vous. Après, sur la deuxième question, c'était de savoir s'il y a des ressources que l'on peut diffuser. Oui, on en a développé. Encore une fois, malheureusement, c'est des ressources qui sont spécifiques au Cameroun parce que c'est là-bas que nous avons un programme qui est actuel sur l'inclusion numérique des femmes. Mais oui, on peut. Nous sommes intéressés sur développer aussi des éléments spécifiques pour le Sénégal, notamment, pourquoi pas, avec le soutien de la Fondation Mozilla, qui est là aujourd'hui et qui soutient aussi beaucoup, l'inclusion du plus grand nombre sur Internet. Peut-être, Solana, je ne sais pas si tu as des éléments sur ça, mais voilà, pourquoi pas travailler sur un projet qui pourrait concerner spécifiquement le Sénégal, tout à fait. No. Allô? No, I don't have anything to add. Oh, ok. Et ce ne serait pas spécifiquement pour le Sénégal, ce qui vaut pour le Sénégal ou pour l'Afrique. Absolument. C'est un programme pour toutes les femmes africaines et je crois que ce serait une prise de conscience basée sur des outils bien élaborés pour aider non seulement à la prise de conscience, mais à l'utilisation efficiente de l'Internet. Absolument. L'Internet descend au niveau des familles, au niveau des organisations, comme on le fait déjà. On fait le marché avec Internet. Et même on fait des réunions avec Internet, ce qui est très avantageux pour les femmes, ce qui fait qu'elles peuvent rester au foyer, s'occuper des responsabilités familiales, tout en étant femmes sociales dans un domaine très large. Donc c'est par rapport à ces formes d'outils que nous aimons avoir un développement vraiment très élargi, dont nous ferons un partage vraiment très grand. Absolument. Peut-être qu'une des premières choses que l'on peut faire, c'est déjà de diffuser plus largement le rapport sur la santé d'Internet, où il y a aussi des informations relatives à l'utilisation qui peut être faite, bon, bien sûr les risques, mais aussi les avantages. Donc, on va voir avec Solana et avec Mozilla, de la Fondation Mozilla, oui, comment faire pour diffuser encore plus le rapport sur le terrain avec votre aide, avec l'aide de votre ONG et de ceux qui sont là aujourd'hui. Mais nous sommes absolument d'accord, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut effectivement inclure le plus les femmes qui ont un outil qui leur permet de ne pas démissionner de leurs responsabilités sociales, mais en même temps de se dégager des revenus, de s'émanciper un peu plus économiquement grâce à l'outil numérique. Différents niveaux, avec l'éducation, avec les gouvernements, avec la société civile et avec des entreprises afin de rendre l'Internet plus sain pour l'humanité. Et que nous avons besoin de rechercher les problèmes et les solutions pour ne pas imaginer que nous connaissons comme par magie la réponse. Parfois, nous nous concentrons très étroitement sur des problèmes et des sujets particuliers, mais il est également important de reconnaître que tout est connecté de manière systémique. Et nous devons collaborer et penser ensemble de manière créative pour imaginer un avenir numérique plus sain. Julie, was that clear? You can just take it from there. Bon, je ne sais pas si je répète, non, c'est pas la peine, c'est assez clair. Mais peut-être pour préciser, du point de vue d'Internet sans frontières, on est bien conscient sur la première question sur les menaces, même s'il y a bien sûr beaucoup de choses qui sont bien, comme Solana l'a rappelé, sur les menaces notamment liées au contenu terroriste, à l'exploitation des données personnelles. Ce qu'on fait, bien, vraiment comme je disais tout à l'heure, je pense que ce qui est important, c'est d'abord la prise de conscience. Or, malheureusement, j'ai l'impression que sur le continent africain, c'est pas tout le monde qui prend vraiment conscience.
Quand on parle par exemple de la question des données personnelles, on sait aujourd'hui que les données personnelles, c'est le pétrole, l'or noir, devenu une figure assez populaire. C'est l'or noir de l'économie numérique, c'est l'or noir du XXIe siècle. Or, quel est le continent au monde où il n'y a absolument ou presque pas de loi de protection de données personnelles? Par exemple, le Sénégal figure presque d'exception sur le continent. C'est très grave pour un continent qui compte 55 États et potentiellement 1 milliard d'utilisateurs d'Internet. Ensuite, quand on parle de la question des algorithmes que vous mentionnez très très bien à ce titre, comment les algorithmes peuvent d'une part manipuler nos opinions. On l'a vu par exemple, on en parle beaucoup depuis que ça s'est passé aux États-Unis où le fil d'actualité de Facebook a été utilisé pour influencer l'esprit des électeurs américains, mais on en parle aussi de plus en plus sur l'utilisation de ce qu'on a des algorithmes pour créer carrément des informations totalement fausses, créer des images totalement fausses. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle les deepfakes, et ça a été mentionné dans le rapport. Les deepfakes, ce sont des vidéos qui sont des photos ou des vidéos qui sont manipulées au point où on peut faire dire à la vidéo et à la personne qui parle quelque chose qu'elle n'a jamais dit. On donne l'exemple souvent de cette vidéo de Barack Obama qui est en train de dire que Donald Trump est un idiot. Évidemment qu'il ne l'a jamais dit, mais il y a des outils qui existent aujourd'hui qui utilisent la force de l'intelligence artificielle, les algorithmes, pour faire dire n'importe quoi à une vidéo. Donc face à ça, malheureusement, effectivement, le continent africain est un peu en retard, même très en retard. C'est pour ça que c'est important d'éveiller les consciences, non seulement bien sûr des publics plus avisés comme nous, comme les organisations de la société civile, les journalistes qui sont spécialisés, mais surtout et avant tout les décideurs politiques africains qui sont, excusez-moi du terme, un peu largués sur toutes ces questions-là. Ils ne voient qu'un aspect, ils voient évidemment le fait que Internet, ça fait que les gens vont manifester, tout ça, bon, bien sûr, mais après, Internet, c'est aussi un endroit où il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux géopolitiques. Quand on vous dit que, par exemple, la Russie mène des actions d'influence et de cyberguerre dans un pays comme le Soudan, ça doit évoquer quelque chose. C'est extrêmement grave. Donc, il faut d'abord éveiller les consciences, et c'est pour ça qu'un rapport comme celui dont on parle, il est important, parce qu'il permet de replacer les choses dans un contexte. Montrer que le contexte global concerne aussi, et je dirais même surtout, le contexte local, parce que ça va nous influencer, surtout pour nous, Africains, qui sommes un peu plus faibles sur la scène internationale. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Une fois qu'on a cette information, il faut se préparer, il faut développer des outils pour se défendre, des solutions. Je crois que c'est Solana qui parlait de ça. Développer des solutions au niveau à l'échelle locale pour se défendre, pour bien se défendre. Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer, il y a le premier laboratoire d'intelligence artificielle qui va ouvrir là, à Accra au Ghana, que Google va financer. C'est très bien, mais ce serait bien qu'il y ait des chercheurs qui travaillent sur trouver des outils qui peuvent combattre les deepfakes dont je parlais tout à l'heure. Utiliser les algorithmes pour identifier les vidéos qui sont fausses, les photos qui sont fausses, les contenus qui sont faux sur Internet. Ça, c'est par exemple quelque chose qui serait très important à faire. Donc investir là-dedans, ceux qui ont les moyens devraient investir là-dedans. Et ensuite, quoi d'autre? Évidemment, nous, on fait énormément de plaidoyer pour l'adoption de lois sur les données personnelles partout sur le continent, que ce ne soit pas une exception, comme vous disiez, comme c'est le cas au Sénégal, à l'île Maurice ou ailleurs, mais que ce soit vraiment un principe général sur tout le continent, qu'on adopte des lois ultra protectrices des données personnelles pour les Africains. Ensuite, je ne sais plus quelle était votre deuxième question, excusez-moi. Si on peut la rappeler. Le coût de l'accès. Savoir ce qui est possible de faire pour le coût de l'accès. C'est ça? En fait, le constat est que le coût de l'accès peut être considéré comme un motif d'exclusion de l'Afrique de la boucle Internet. Absolument. Peut-être, je ne sais pas si Solana a envie de parler parce qu'ils en parlent dans le rapport. Oui, je suis vraiment désolée, mais je dois partir pour chercher ma fille. Oui, je suis vraiment désolée, mais très contente un peu avec vous. Okay. Merci, Julie. Merci, Manu. À bientôt, Solana. Bientôt. Au revoir. Moi aussi, j'avais un problème technique. Dans 5 minutes, ma batterie s'éteint, mais je pourrais l'appeler par mon Skype téléphonique. Il n'y a pas de problème.
Donc je disais, sur le coût d'accès, bien sûr, c'est une première phrase, bien sûr. C'est ça qui fait que la voix des Africains, malheureusement, compte encore très peu. Parce que il y a une statistique qui a circulé qui montre que quand en Europe, 80% des individus sont connectés, en Afrique, c'est seulement 24%. Donc c'est un problème. Et le problème, il n'est pas au niveau des infrastructures. Les infrastructures, elles existent. Il y a combien de caps sous-marins qui traversent la côte sénégalaise? Il y en a au moins 3 à l'heure où on parle. Et il y en a au moins 3 qui sont en fonctionnement. Donc c'est pas l'infrastructure qui pose problème. C'est maintenant les politiques à l'intérieur pour ramener cette infrastructure. Parce que les câbles, ils circulent sur la côte, mais comment faire pour que jusqu'au fin fond, je ne sais pas, du Sénégal, on soit connecté? Comment faire pour que jusqu'au fin fond du Burkina, qui est un pays enclavé, on soit connecté? Donc, et ça, c'est un problème de politique publique. C'est un problème d'investissement dans des infrastructures intérieures. Et ça, malheureusement, c'est pour ça que c'est important que, et moi j'insiste beaucoup sur le fait que les décideurs doivent être conscients aussi des enjeux. C'est pour ça que c'est important que ce rapport-là, ou en tout cas les recherches comme celles qui sont faites, soient aussi connues des décideurs publics sur le continent africain. Bonjour Julie. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel. Je vais profiter des quelques minutes qui vous restent là. Je me disais, pour quelqu'un qui se dit qu'il n'a rien à voir avec Internet, qu'il n'a pas à creuser dans Internet, c'est-à-dire il n'y a aucun danger, je ne fais qu'utiliser, je suis dans les réseaux sociaux et tout. Quel est le message aujourd'hui de votre structure pour peut-être sensibiliser à ce qu'on soit plus attentif à peut-être cette exposition par rapport aux données personnelles? Ça, c'est la première question. L'autre question, c'est que l'information est un droit. Avoir droit à l'information, si vous faites aussi de l'Internet un droit, l'accès à l'Internet, c'est un droit. Ça fait quoi? Ça fait qu'on se trouve avec un canal qui permet d'avoir l'information, mais très rapidement et à une échelle internationale, mais en même temps, on expose la personne, surtout quand elle n'est pas préparée à savoir qu'est-ce qui est bonne information, qu'est-ce qui n'est pas bonne information. Quel est aujourd'hui le travail que vous êtes en train de développer dans ce sens? Parce qu'on a une idée des fake news, de tout ce que ça a créé comme difficulté dans certains pays. Et aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, qui va développer le pétrole, le gaz sous peu, on commence à recevoir n'importe quelle information fabriquée par n'importe qui, et Internet véhicule très bien, malheureusement. Donc, quel est le travail qui est fait par vous à côté de l'accès à l'Internet pour peut-être contrecarrer tout ce qui pourrait être un danger pour les utilisateurs? Ok, merci beaucoup. Et si jamais ça se coupe, Manu, hésitez pas, je vais me rappeler, mon téléphone est là, il est chargé. Sur le message qu'on peut passer aux gens qui se disent qu'à se connecter et qui ne font rien de mal, entre guillemets, malheureusement, le message, c'est que si vous ne prêtez pas attention, le produit, ce sera vous. Et si vous êtes un produit, d'autres personnes vont se faire de l'argent sur vous, d'autres personnes vont profiter d'eux. Donc, c'est pour ça que c'est important, si vous souhaitez que... moi, j'ai l'habitude de dire que peut-être je ne serais pas où je suis aujourd'hui si Internet ne m'avait pas donné la voix que j'ai. Vous voyez, potentiellement, quand vous écrivez quelque chose sur Facebook ou sur Twitter, potentiellement, ce n'est pas seulement vous qui le lisez, mais qui sait, peut-être que Barack Obama aussi. Et ça, c'est une responsabilité qui, je pense, doit être prise à cœur. Même si tout le monde n'a pas forcément envie d'être un messager ou quoi, mais se dire qu'un outil qui est tellement ouvert et tellement sans frontières que potentiellement vous pouvez atteindre des individus que vous n'auriez pas atteint normalement, je pense que c'est une chance ou une richesse qu'il ne faut absolument pas hésiter à utiliser. Au-delà, maintenant, sur la question de ce qu'on fait contre les fake news, et je dirais même plus largement, j'ajouterais même les discours haineux, parce que c'est aussi un gros problème sur nos réseaux. Alors, Internet sans frontières, on a un programme, on milite beaucoup pour la sensibilisation et l'éducation. D'abord, l'éducation à l'information, comme vous le disiez, c'est vrai, on n'a pas beaucoup l'habitude, ce n'est pas dans tous les pays où on a eu l'habitude. Le Sénégal, c'est un exemple. On avait quand même jugé nécessaire, même si on a fait l'invitation à tous les organes de presse, l'idée également était de mieux cibler, surtout avec les organes qui sont spécialisés côté TIC, les sites web, et je pense qu'ils ont quand même répondu, et pour cela vraiment je vous tire un chapeau bas et
je vous dis un grand merci par rapport à cela. Maintenant, vous avez tous reçu les rapports, je pense, sauf M. Sirajou et Mme Cissé. Après, je ferai l'envoi à nouveau comme ça. C'est un outil qu'on a, comme dit Julie, qu'on a entre les mains. C'est à nous de voir, parce que moi, quand je parcours le rapport, je vois ce qui nous intéresse directement, je me focalise sur ça. Par exemple, je n'ai pas perdu beaucoup de temps sur l'intelligence artificielle, vu que l'impact n'est pas immédiat. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça va nous impacter. Je me suis mieux focalisé sur la protection des données personnelles, sur l'inclusion des femmes, surtout par rapport aux technologies, et sur les discours haineux par rapport au réseau social. Donc, je pense que sur ces 3 aspects-là, je ne suis pas en train de vous aiguillonner, mais je pense, donc chacun peut-être d'autres après lecture vont juger nécessaire que c'est l'intelligence artificielle qui mérite qu'on s'attarde là-dessus. Mais je pense que c'est des thèmes, ce sont au moins ces 3 thèmes-là, on peut vraiment nous focaliser là-dessus et faire adapter ces réalités, nos réalités locales par rapport aux problèmes que le rapport a soulevés. Et c'est à nous maintenant de trouver les solutions par rapport à nos propres problèmes et de ne pas aussi attendre. Je pense que ce que Internet sans frontières a fait et Mozilla par rapport à ce rapport, c'est juste un constat global. Maintenant, au niveau de chaque pays, ceux qui sont établis là-bas, les acteurs, c'est à eux maintenant de s'approprier le rapport et même d'ajouter le rapport. Parce que moi, ma première question, c'est comment pouvons-nous aujourd'hui contribuer à la santé d'Internet? Donc, ce que peut-être les autres vont prendre en 2020, donc ils prendront nos solutions là pour proposer ça peut-être qui pourrait être adapté dans un autre pays africain. Donc, sur ce, je vous dis vraiment un grand merci et merci beaucoup à tous.